grand jury de la presse immobilière. Une émission en partenariat avec Régus et Bien Ici, présentée par Sylvain Lévy-Valency. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour ce numéro d'avril. Voilà, les beaux jours arrivent. Voilà, on va espérer un peu plus de soleil parce qu'il pleut assez souvent en ce moment. Mais globalement, on s'en va aller sur les beaux jours avec toujours les mêmes motivations qu'on a sur les choix immobiliers notamment. C'est le grand jury de la presse pour ce numéro d'avril. C'est déjà l'émission numéro 34, vous vous rendez compte. Un modèle récurrent avec nos amis de la presse immobilière qui m'entourent. Et je suis ravi de l'accueillir. Elle n'était pas avec nous le mois dernier, elle nous a beaucoup manqué. Une journaliste connue, reconnue dans le métier, c'est Virginie Grelot qui est avec nous. Bonjour Virginie. Bonjour. Comment ça va ? Ça va bien. Voilà, journaliste à Challenge. Exactement. Merci Virginie. Depuis le début, 34 numéros. Et ça fait beaucoup. Ouais, 34 numéros. Non mais on voit pas le temps passer. Mais c'est jamais assez. Voilà, elle a publié son livre, on en a parlé longtemps avant qu'elle le publie. Elle a été journaliste au Monde, une plume toujours aussi fine, avec des idées bien arrêtées sur le logement. Elle est avec nous. On est ravis de la voir. C'est Isabelle Ray-Lefebvre. Bon, comment ça va Isabelle ? Bonsoir Sylvain, ça va très bien. Merci de votre invitation. Et merci, ça se passe bien pour le bouquin ? Ça se passe bien, oui. Voilà. Enfin, c'est pas le concours non plus. Oui, mais bon, il y a quand même des idées bien arrêtées. Moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'avec Isabelle, quand on n'est pas d'accord avec elle, il y a moyen de dialoguer. Il y a quand même moyen de débattre. Heureusement, sinon on ne serait pas journaliste. Quoique, vous savez, en ce moment, sur le débat des journalistes, c'est autre chose. Voilà, la plume de Capital Magazine est avec nous également. Antoine Laurent. Ça va, Antoine ? Ça va très bien, Sylvain, et toi ? Et merci d'être venu. Oui, merci pour l'invitation. Voilà, on vous a prévenu un peu rapidement, mais voilà, on va réparer ça le mois prochain. Et on aime beaucoup nos amis de Capital, avec laquelle d'ailleurs on fait une émission tous les mois qui s'appelle Le Grand Rendez-vous de l'Immobilier sur capital.fr. Voilà, il ne peut pas y avoir d'émission de radio sans le maître de la radio. Je ne sais pas si vous le savez, mais on a un maître S-Radio sur le plateau. On est ravis de l'avoir, on est très heureux. Il anime tous les week-ends sur Sud Radio. J'ai le plaisir aussi de produire avec lui une émission qui s'appelle Parlons Immo tous les samedis matins. Aussi avec moi, oui. C'est Jean-Marie Bordry. Bonjour Sylvain. Comment ça va Jean-Marie ? Ça va et vous ? Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Également, voilà, on a un numéro un peu particulier puisqu'effectivement, nous allons recevoir dans quelques instants un grand monsieur de l'immobilier. Vous allez voir, ça va vraiment détonner parce qu'il a une singularité. Il faut dire que la singularité, c'est ce qui fait la personnalité. Alors, il ressemble pas du tout au patron de réseau auquel vous avez l'habitude de parler. Il sera avec nous dans quelques instants. Il s'appelle Xavier Bellevaux et il est le tout jeune patron de We Invest France, qui est un groupe belge. Je vous en dirai quelques mots dans quelques instants et surtout, notamment sur les modèles. Vous savez, des modèles un peu qui révolutionnent les pratiques, qui bousculent un peu, qui taquinent un peu des personnes qui sont parfois dans le métier un peu installées. Et je trouve que ça fait beaucoup de bien, justement, d'avoir des visages frais, bien que Xavier Bellevaux est un monsieur qui a beaucoup d'expérience dans l'immobilier. On en parlera dans quelques instants. Dans un premier temps, on a notre ami Philippe de Lignyville qui est sur notre plateau. Comment va Philippe, notre éditorialiste du bulletin météo? Oui, il va très bien, il est ravi d'être là. Il est heureux de voir les beaux jours arriver. Exactement. Vous nous aviez manqué le mois dernier. On est heureux de vous retrouver. Eh bien écoutez, ce que je vous propose, les amis, il est 18h33, nous sommes en direct, si vous prenez le programme sur Radio Imo, et ne vous inquiétez pas, puisque comme d'habitude, le podcast sera disponible tout à l'heure. Je vous propose qu'on écoute d'ores et déjà le bulletin météo animé par Philippe de Lignyville. La météo de l'Imo, par Bien Ici. Bonjour Philippe, quoi de neuf en ce mois d'avril ? Alors, un petit bulletin météo dont je vais vous rappeler le principe, c'est voir le temps qu'il fait sur le marché de l'immobilier à la lumière de ce que nous observons sur Bien Ici. Alors, nous sortons d'une année 2023 qui a été marquée par une chute historique des transactions, moins 20%, c'est la plus forte baisse depuis 10 ans. Et puis, la raison de cette baisse, elle est connue de tout le monde, c'est la hausse des taux d'intérêt qui ont presque doublé en 12 mois. Malgré ça, les prix sont restés hauts et du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, grosse baisse de pouvoir d'achat pour les Français qui ont arrêté d'acheter. Donc, la question, c'est aujourd'hui, comment démarre 2024 ? Qu'est-ce qu'on voit sur Bien Ici ? Et donc, déjà, sur le premier trimestre, on peut dire que la donne a un peu changé. Les taux d'intérêt, on baisse légèrement. Les réseaux d'agences commencent à annoncer des reprises de signatures, de mandats et de compromis. Donc, le ciel semble se dégager un peu. Alors, est-ce que ces tendances se confirment sur Bien Ici ? Alors, on a d'abord regardé l'offre. Et d'abord, c'est le nombre d'annonces sur Bien Ici, et le nombre d'annonces qui avait fortement augmenté l'année dernière. Et la bonne nouvelle, on est plutôt sur une augmentation qui a tendance à baisser.
Alors, pourquoi bonne nouvelle? C'est surtout lié à la durée de diffusion. La durée de diffusion, c'est un indicateur qui est intéressant parce que plus l'annonce reste longtemps sur Bien Ici, plus on peut se dire que le bien a du mal à se vendre. Quand on regarde le délai, on était à 57 jours en 2022. On est passé à 67 jours courant 2023. Ah oui, quand même. Oui, quand même. Et on a fini à 80 jours, on en avait parlé en fin d'année, 80 jours en décembre. Et là, c'est arrêté. Là. Alors là, bonne nouvelle. Ouais. Depuis 3 mois, cette durée de diffusion s'est stabilisée à 80 jours. Donc ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que les biens se remettent à se revendre, le marché se réanime, et donc d'où le nombre d'annonces qui baisse, qui a arrêté d'augmenter. Voilà. Sur la demande, qu'est-ce qui se passe ? Sur la demande, quand on regarde le nombre de Français avec un projet d'achat, c'est la même chose. On avait eu une très forte baisse, moins 35% par rapport à il y a 2 ans, ça c'est l'année dernière. Et depuis le début de l'année, ce taux se stabilise. On a arrêté de voir le nombre de Français avec un projet immobilier baisser. Par contre, ce qu'on regarde aussi beaucoup, nous, c'est le nombre moyen de demandes sur une annonce. Combien de gens contactent une agence sur une annonce ? En 2023, ces demandes ont baissé de 27%, donc drastique. On est toujours sur ces taux-là, 20, 27, vous voyez, on en a beaucoup parlé, mais le marché s'est vraiment arrêté. Et là, encore une bonne nouvelle, les demandes sont restées stables entre décembre et mars. Donc ça veut dire que la baisse, on pense, à notre sens, Vous voulez dire qu'on comprenne bien qu'on a atteint un plateau, et qu'à partir de ce plateau, ça ne peut que... Ça indique une reprise légère, mais une reprise. Voilà, oui. Et pour compléter ce chiffre-là, le dernier chiffre que je vais vous donner, c'est la location. La location, vous vous souvenez, même chose. De moins en moins de biens à louer. Ah mais oui, c'est horrible. Je crois que c'est vous qui nous aviez dit en septembre 2023 qu'il y avait moins 49% d'offres en location. Enfin, les gens se logent plus. Exactement. Ben ça, de la même manière, la baisse s'est arrêtée à la fin de l'année. Et là, on repart même à la hausse. On observe plus 7% d'annonces en location sur Bien Ici. Donc c'est aussi une bonne nouvelle. Donc, en conclusion, tous ces chiffres nous font dire que la baisse d'activité elle est plutôt derrière nous et que la reprise va pouvoir s'annoncer. C'est d'ailleurs ce qu'on a expliqué dans notre dernier statistique que je vous ai amené. Donc, vous retrouvez pas mal d'analyses de ce type-là. Il est disponible, en téléchargement. J'en perds les mots. Il est disponible en téléchargement sur notre site, c'est sur notre page LinkedIn. Donc, bref. Je pense que ce début d'année est sous le signe de l'optimisme, qu'on démarre beaucoup mieux que l'année dernière, à la même époque. Et donc, la reprise, il nous semble devant nous. Eh ben, écoutez, c'est plutôt une bonne nouvelle. On va dire que c'est pas une lumière non plus transcendante, mais les signes de la reprise sont là. Exactement. On voit le soleil à travers des nuages. Voilà, c'est pas mal. La dégradation s'est arrêtée. Exactement. Et puis on voit aussi d'ailleurs que le robinet bancaire s'est réouvert, ça c'est vrai, puisqu'ils ont tous confirmé actuellement. Bon, maintenant on verra un petit peu la suite, et je pense que le bilan sera aussi sur le deuxième semestre les nouvelles tendances après l'été, bien évidemment, puisqu'on sait qu'au printemps les porteurs de projets se remettent en fait sur l'acquisition, les rentrées scolaires, les demandes d'estimation, les déménagements pendant l'été. Bien pour évidemment. La rentrée scolaire. Exactement. Merci Philippe Delivier. Donc on reprend bien évidemment toutes ces informations sur le site de Bien Ici avec les indicateurs. Et d'ailleurs, vous avez un baromètre. Je crois que le baromètre, vous le faites aussi avec Capital, parce que vous publiez vos chiffres régulièrement. Bien évidemment, qu'on regarde avec beaucoup de vigilance. Voilà. C'est parti pour la revue du grand jury, et on va accueillir dans ce laps de temps notre grand témoin du jour. Le grand jury de la presse immobilière, la revue du grand jury. Eh bien voilà, nous sommes de retour sur le plateau pour cette revue du grand jury. Je vous rappelle, les amis, vous êtes en direct, il est 18h40. Bien évidemment, vous êtes sur Radio Imo. Et vous pouvez également poser les questions sur le forum. Et vous nous les envoyez, on vous répondra directement. Le mieux, c'est de nous écrire un petit mot et on tâchera de vous y répondre dans la mesure de notre possible. Voilà, il est arrivé sur le grand plateau, je vous en ai parlé tout à l'heure, notre grand témoin du jour, notre invité, directeur général de We Invest France. Bonsoir Xavier Belvaux. Bonsoir Sylvain. Merci d'être avec nous, de partager ce moment. Je sais que vous l'attendiez avec beaucoup d'intérêt pour partager ce format dont vous allez nous parler tout à l'heure avec We Invest France. Et dans un premier temps, ce que je vous propose, Xavier, c'est qu'on commence par la revue du grand jury, et on va commencer par notre Virginie nationale, Virginie Groslo, journaliste à Challenge.
Voilà, plutôt coup de cœur ou coup de gueule, ou les deux, vous êtes moi ce mois-ci. Plutôt sourire, en fait. Donc, Elle nous réserve toujours des bonnes surprises. mais j'essaye. Non, je voulais juste... je ne sais pas si l'annonce est publiée sur Bien Ici, mais c'est quelque chose qui m'a fait sourire la semaine dernière. C'est nos confrères de Paris Match qui ont dévoilé la mise en vente de ce château à Gretz-Sarminvilliers en Seine-et-Marne. Voilà, le château du roi du Maroc. L'ex-château du roi du Maroc, parce que ce n'est plus le sien. Ah, ça y est, il a été vendu. Non, mais il l'avait déjà vendu. En fait, son fils l'avait vendu d'ailleurs, semble-t-il, à peu près 200 millions d'euros. Et donc là, il est mis en vente 425 millions d'euros, ce qui m'a beaucoup fait rire. Alors, le montant, on peut prêter... Donc, caution, en tout cas. J'y vois, moi, plusieurs choses qui m'ont amusée. C'est-à-dire que, c'est un peu délirant. C'est toujours bien de voir des choses un peu délirantes. Ça change un peu, parce qu'on ne peut pas dire que le marché soit particulièrement drôle en ce moment. L'autre chose, c'est un peu les réactions qu'on peut voir sur les journaux, sur les réseaux sociaux, où effectivement les gens comprennent pas forcément, mais je pense qu'on n'est plus du tout dans une logique immobilière, mais on est purement dans une logique financière de pouvoir placer à un moment une certaine somme quelque part dans ce petit coffre-fort que peut être l'immobilier français. Et ensuite, on verra bien si ça se vend et à combien ça se vend. Et là, ce sera un autre moment de surprise. Mais c'était une bonne nouvelle, parce que justement, Jean-Marie Bordry cherchait un logement. Ah bah voilà. Donc il a dit... Alors, il y a 100 pièces, plus des aménagements pharaoniques. Il y a tout ce qu'on peut imaginer. Il y a des piscines, il y a des dizaines ou des vingtaines de chambres, je ne sais plus. Le château est beau. Il y a un cabinet médical, il y a quelques hectares, il y a un étang. Il y a un cabinet médical dedans. Parce que, c'est dans les aménagements qui auraient été faits. Est-ce qu'il y a une mosquée aussi à l'intérieur? Non, je ne pense pas. Mais est-ce que les jardins sont le nôtre? Je ne crois pas non plus, parce qu'en fait, c'est pas vraiment... Alors en plus, on appelle ça un château, et pour moi, c'est pas vraiment un château, parce qu'un château, pour moi, c'est quand même quelque chose plutôt moyenâgeux, défensif, qui est un peu la tradition française du château. C'est une propriété qui avait été construite par les Rothschild en 1884. Ah oui. C'est pas tout à fait pareil, mais on va dire, c'est une demeure d'exception. Oui, voilà. Et elle est à 4 minutes de la gare. J'habite à côté. Ah ben voilà. Il y a un voisin intéressé. On a beaucoup entendu parler des Rothschild. On avait dit, Xavier Belvaux, qu'on ne dévoilait pas le nom de l'acquéreur. Voilà. Bravo. Félicitations. Un coup de gueule ou pas? Non. Du tout. Non, pas cette fois. Voilà, pas cette fois. Voilà, tranquille. Sourire avec si vous cherchez, avec le logement. Et il a été vendu, ça y est. Non, il est mis en vente. Ah, il est mis en vente. 425 vous avez vos chances. Voilà. 425 millions d'euros. Il est à vous, si vous... Pas cher. Voilà, on va passer à vous, Isabelle Ray-Lefebvre. Coup de gueule ou coup de cœur aujourd'hui, ou les deux, monsieur le colonel. Un petit coup de gueule contre un promoteur, un petit promoteur qui, vous savez, il y a 9 communes dans le Var, du pays de Fayence, qui ont gelé tous les permis de construire. Oui, j'ai vu ça. Pour cause de manque d'eau. Ils ont été l'année dernière sinistrés. J'ai vu ça, c'est un drame. Ils le sentent tous les ans. Et donc, les maires, c'est une intercommunalité, les maires ont dit on ne délivre plus de permis puisqu'on ne pourra pas alimenter en eau les... Ouais. Alors, c'est dans l'arrière-pays niçois, il y a une forte démographie, et puis ils aiment bien les piscines. Il y a un des villages qui s'appelle Calian, il y a 4000 habitants et 1022 piscines. Bon, ça, il faudra peut-être remettre en cause... 1022 piscines 1022 piscines pour 4000 habitants. Ah ouais. Et donc, ils ont chacun une piscine. Il y a un promoteur qui voulait faire 5 logements dans un lieu constructible et tout, et qui donc s'est vu refuser son permis et qui a attaqué cette décision, ce refus, en disant c'est pas un motif d'urbanisme. Pour l'instant, il s'est fait retoquer par le tribunal administratif de Toulon le 24 février 2024 qui a dit si le fait qu'il manque d'eau, c'est un motif de refus du permis de construire. Et des affaires comme celle-là, je crois qu'on va en voir de plus en plus. C'est-à-dire que les juges prennent de plus en plus en compte les problèmes environnementaux, les problèmes d'équilibre démographique, etc. Mais c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, oui, c'est pour mais donc, voilà, pour l'instant, pas de nouveaux logements sur les communes du pays de Fayence. Mon coup de
Alors ça, c'est le coup de gueule ou c'est le coup de cœur ça ? Là, c'était coup de gueule parce que je trouve que pour un promoteur d'attaquer une décision qui est aussi justifiée, c'est idiot, quoi. Enfin, bon. Oui, on peut comprendre ses motivations qui sont Oui, on économiques. comprend, mais voilà. elles sont économiques. Mais s'il Oui, ne non, peut pas mais voilà. raccorder ses maisons à l'eau, c'est un tout petit peu gênant quand même. On comprend. Et le coup de cœur, c'est plutôt à des communes ou plutôt des agglomérations. Je pense à Lyon, à Bordeaux, à Grand Paris Aménagement, qui ont réuni les promoteurs de leur métropole en disant quels sont vos projets bloqués, comment on peut les débloquer, est-ce qu'on peut transformer en logement social, en logement intermédiaire ce que vous aviez prévu. Grand Paris Aménagement met même un fonds de 40 millions d'euros pour avancer les fonds propres utiles aux promoteurs. Et je trouve que c'est une bonne méthode pour débloquer la construction, qui est pragmatique, qui est rapide et dont devrait s'inspirer M. Kasbarian. C'est une très très bonne idée. D'ailleurs, je souligne que cette idée a été promue, développée, poussée par Jean-Philippe Dugouin-Clément, qui est le président de GPA. C'est celui qui a fait ça, oui. Et qui a été, et il avait annoncé ici la création de ce fonds avec Stéphane Defay, puisqu'il avait débauché Stéphane Defay qui était à Bordeaux, à la communauté de Bordeaux, qui a pris la direction générale. Et ce sont voilà, c'est un grand professionnel de l'immobilier. Et Jean-Philippe Dugouin-Clément, d'ailleurs, sera avec nous le mois prochain. Voilà. Merci de l'avoir signifié. Bordeaux et Lyon. Oui, c'est une bonne idée. C'est une idée pragmatique. On se met autour d'une table. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait ? Voilà, absolument, absolument. Ça peut même irriguer, d'ailleurs, ça, à titre d'exemple, sur toutes les autres régions, bien sûr. Merci Isabelle. Antoine Laurent, coup de cœur ou coup de gueule ? Alors moi, c'est un petit coup de griffe là que je vais passer. On va parler d'un petit sujet qui fâche souvent, c'est celui des impôts. Voilà, celui des impôts, notamment des propriétaires de location touristique, parce qu'on est quand même face à un drôle de micmac, puisque l'an passé, le projet de loi de finances avait modifié les barèmes pour imposer donc les propriétaires de location touristique. Mais le texte qui a été adopté était une erreur. Donc, qu'est-ce qu'a fait ? Erreur. Eh oui, une erreur. C'était pas le bon texte. Ils ont tout simplement voté le mauvais texte. Ah oui, j'avais vu. Mais c'est une blague. Ah non, c'est pas une blague. Mais oui. Ils ont laissé passer un amendement qui devait pas. D'accord, passer. c'est une blague. Voilà. C'est un mauvais amendement. Ils ont pris le mauvais texte, ils l'ont voté, et puis basta, quoi. Et comment on fait dans ces cas-là ? C'est un amendement qui a été adopté, mais bon. Voilà. Oui. Tu vois, non, mais on va y venir, parce que comment ils ont fait ? Ce qu'ils ont fait, c'est que Bercy a publié une note pour dire, bon, alors exceptionnellement cette année, ce que vous allez faire, vous propriétaires, c'est que vous allez vous référer aux règles qui étaient en vigueur l'an passé pour pouvoir déclarer vos revenus. Sauf que cette note a été attaquée par 8 parlementaires il y a quelques semaines, dont Yann Brossat, qui connaît très bien le sujet, effectivement, tout jeune sénateur qui connaît bien les problèmes de location touristique. Et donc là, cette note de Bercy est devant le Conseil d'État, et on attend encore la décision pour savoir qui a raison en fait. Comment on va fiscaliser les gens ? Est-ce que c'est la note de Bercy qui prévaut, ou est-ce que c'est la loi de finances qui a été votée par erreur ? En toute logique, ça devrait être la note de Bercy, mais bon. Mais on n'en a pas encore la certitude. Une loi, c'est une loi. Et donc, absolument. C'est une loi. C'est une loi. Non, mais c'est vous l'aviez vu, ça, Xavier Bellevaux ? Il y a des choses qui se passent à Lille. Rapprochez-vous bien des micros. Il y a des choses qui se passent à Lille, notamment il y a des amendements qui sont pris à partir, notamment sur la location, et il y a pas mal de sujets actuellement assez épineux sur ce point-là. Voilà, les amis, surtout parlez bien proche du micro, parce qu'on est quand même à la radio, donc on veut bien vous entendre. Voilà, parce que moi je suis quand même en test. Hein. J'ai un pro de la radio ici sur le plateau. Hein. Ça va me poursuivre pendant toute la mission. Est-ce qu'il dit la même chose quand il écrit des lettres ou pas? Est-ce qu'il y a un coup de cœur Non, j'ai simplement un coup de griffe ce soir. D'accord. Mais alors là, je peux vous dire qu'effectivement, donc du coup, on a des citoyens français qui savent pas. C'est des coups de griffe pour ces ballots du gouvernement qui ont laissé passer le truc. C'est un petit peu ça. Puis c'est surtout les conséquences aujourd'hui. C'est que je suis propriétaire d'une location touristique. Comment je suis imposé, quoi. Antoine, quand même. Je sais pas, à vous les journalistes, c'est sidérant de voir des choses pareilles, non ? C'est une erreur qui se poursuit dans le temps et qui finit par... Nul est à l'abri d'une erreur, mais c'est vrai qu'on a un gouvernement qui n'est pas à la hauteur des... Encore
position Kasbarian qui propose un truc qui existe déjà, quoi. Donc, je trouve que c'est... Je suis d'accord avec vous. Jean-Marie Bordry, est-ce qu'on a un coup de cœur ce mois-ci ou un coup de gueule, ou les deux? Les deux, assez rapidement. Juste pour revenir sur un petit coup de gueule sur la manière dont s'est rouvert le débat sur l'occupation des logements sociaux il y a quelques semaines. On ne l'aborde jamais que sur un plan moral. Ceux qui ne devraient plus y être, qui y sont encore, et on creuse jamais, je parle du débat dans l'opinion publique, tout ce qui a pu changer dans le pays, le fait qu'on a besoin de davantage de logements du fait de la fin de la fin du mariage et des familles recomposées par exemple. Je trouve on aborde souvent le sujet par le petit bout de la lorgnette et c'est dommage de se contenter d'une vision de revenus et de... Je souscris, surtout que quand on regarde les gens qui aujourd'hui payent un surloyer, c'est-à-dire qui ont des revenus 20% supérieurs au plafond de ressources, à 75%, c'est des gens de plus de 55 ans, c'est des gens peu mobiles. Je plains les maires qui vont dire « Monsieur et Madame, partez ». Ça va être très, à mon avis, c'est ni souhaitable, ni réalisable. C'est ça. Et c'est difficile d'expliquer aux gens la maison ou l'appartement dans lequel vous avez vécu toute votre vie. Vous allez l'abandonner du jour au lendemain. Donc, on peut comprendre le fait qu'il y ait un problème de disponibilité, mais c'est un peu trop facile de l'aborder uniquement de cet aspect-là. Et le petit coup de cœur assez rapidement, on l'a vu dans la météo de Limo, c'est que mine de rien, j'ai quand même l'impression qu'on est passé le plus dur. Et quand on se rappelle à peu près tout ce qu'on se disait sur le marché de l'immobilier il y a quelques mois, on ne pensait pas avoir ce genre de lueur au bout du tunnel. Oui, dire qu'on a un plateau, qu'on a un ralentissement de la hausse des taux d'intérêt, c'est une réalité. Vous êtes d'accord, les gens? Il y a même tout petit fléchissement. Si on regarde les derniers chiffres Crédit Logement, on est repassé en mars, je crois, à 3,90 en moyenne. Donc il y a un petit fléchissement sur les taux. Et quand on regarde par rapport à l'inflation, on est encore en taux négatif. Oui, on ne peut pas dire qu'on est dans des taux très hauts. Non. C'est très juste. Mais c'est intéressant ce que vous dites, Isabelle. Il faudra qu'on le redéveloppe. Merci, Sylvain. Non, mais il faudra qu'on le redéveloppe justement parce que je ne suis pas sûr que tout le monde ait compris ce que ça veut dire d'avoir des taux d'intérêt négatifs. Inférieurs à l'inflation. Parce que pour le commun des Français, nous, avec Jean-Marie, on est sur du grand public tous les samedis matins. Le commun des Français dit j'empruntais à 1 et du coup j'emprunte à 4. Donc ça me coûte beaucoup, beaucoup plus cher. Et c'est vrai que le calcul que vous faites en fonction de l'inflation pour justement approcher la réalité du taux d'intérêt, elle est réelle. Mais ça, encore une fois, ça manque peut-être parfois de pédagogie. Elle est réelle, mais c'est pas ça qui vous donne une capacité d'achat suffisante par rapport au prix actuel. Si les salaires, si les salaires, les revenus suivaient l'inflation, ce serait effectivement des taux réels négatifs. Mais c'est vrai que les gens ont l'impression que l'inflation court devant eux et que leurs revenus ne suivent pas. Bien sûr. Globalement, c'est vrai. Eh bien, écoutez, ça nous donne très envie d'entamer ce grand débat, puisque du coup, on va flécher toutes nos questions sur le professionnel qui est avec nous sur le plateau, c'est Xavier Belvaux. C'est parti pour le grand débat, tout de suite après ça. Le grand jury de la presse immobilière, le grand sujet. Bonsoir Xavier Belvaux. Rebonsoir Sylvain. Merci d'être avec nous. Alors Xavier Belvaux, premier exercice. Bon, moi je vous connais bien depuis quelques années, on sait qui vous êtes, je sais qui vous êtes, mais peut-être que tout le monde ne sait pas qui vous êtes. Donc on s'est fixé un objectif, c'est de faire de vous une star. Voilà. Je suis beaucoup plus à l'aise derrière l'écran que devant. Donc voilà, pour être on va dire très précis, vous avez 44 ans. Oui, 45 dans quelques mois. 23 ans que vous êtes dans l'immobilier. Vous êtes devenu, et on en parlera tout à l'heure, un acteur aujourd'hui incontournable dans le secteur, et alors que vous avez un parcours totalement atypique. Alors moi, ça me parle, puisqu'effectivement, moi aussi j'ai eu un parcours un peu atypique, et parfois un petit peu chaotique des fois, et vous êtes un esthète, vous êtes un gastronome, vous avez commencé votre carrière dans la sommellerie. Tout à fait. Ouais, alors moi, juste pour qu'on vous connaisse mieux, vous avez aussi ensuite, bien sûr, fait un passage en tant que directeur d'exploitation dans la première coopérative immobilière française chez Orpi. Vous y êtes resté plusieurs années. Un réseau extrêmement solide que vous avez aussi à votre mesure, et ça on s'en rendra compte, vous allez voir, révolutionné avec votre personnalité. La première chose pour qu'on puisse vous connaître un peu mieux, c'est qu'est-ce qui fait qu'à 21, 22 ans, on passe de la sommellerie à l'immobilier? C'est le hasard des rencontres. Il n'y a pas d'autre mot. Et je pense qu'aujourd'hui, si vous regardez, il n'y a pas un agent immobilier qui a le même parcours.
il n'y a pas quelqu'un qui se reconvertit dans l'immobilier à un moment de sa vie, pour différentes raisons. Dans mon cas, c'était simple, c'est-à-dire que effectivement, j'ai commencé en sommellerie, 3 macarons Michelin, rapide, c'était un des plus jeunes sommeliers de France. Et je dirigeais le groupe Baccarat à 21 ans, place des États-Unis, pour l'hôtel de la Comtesse de Noailles, c'était Anne-Claire Tétinger. Et j'ai un monsieur qui rentre, et qui était le dirigeant des magasins d'usine du groupe MacArthur Glen à Londres. Et à la fin, il me donne sa carte, il me dit « Vous devez absolument faire de l'immobilier. » Voilà. Alors, je comprends rien à ce qu'il me dit, mais effectivement, le lendemain matin, je l'appelle. Et 2 mois après, je commence et je me mets à implanter des enseignes de type Lacoste, Sephora, etc. Et je fais faire des travaux complets en 2 mois avec des installations où, à l'époque, les enseignes qui s'installaient prenaient 200 000 euros à la fin de la livraison des travaux. Vous avez commencé par l'immobilier commercial, donc, du coup. Complètement. Mais c'est pas arrêté là. Après, ça s'est fait avec Auguste Thouars, l'ex-Arthur Lloyd, qui, pareil, une rencontre fortuite lors d'un dîner. Voilà. 2 mois après, je rentre chez Auguste Thouars. Et après, c'est fait avec le groupe Michel Simon, où donc j'étais devenu le plus jeune dirigeant du réseau Michel Simon. Je faisais à peu près 3,5 millions à 5 collaborateurs hors taxe sur Paris. Vous étiez franchisé là, du coup? Oui, j'étais franchisé. Vous êtes installé à votre encore compte. le plus jeune franchisé à l'époque, du coup, pour le coup. Commercial aussi. Oui, je faisais. Alors moi, j'étais plutôt déjà dans le démarrage, expert sur la partie hôtellerie de bureau. Donc je faisais tout ce qui était grosse session hôtelière jusqu'à plus de 30 millions d'euros. Mais à Paris, ça va très vite, avec les murs, etc. Et puis après, j'ai évolué sur tout ce qui était Fusac, parce que c'est ce qui... plus le sujet était compliqué, plus ça m'excitait. Puis le hasard a fait transaction, gestion, syndic. J'ai déployé pendant une dizaine d'années tout le réseau. Et puis Orpi, le réseau Orpi m'a proposé de développer une marque qui s'appelait Orpi Entreprise, que j'ai transformée en Orpi Pro avec une 60aine de points de vente. Et de là, en fait, je suis devenu directeur d'exploitation de la coopérative et tous les 6 mois, on a poussé des projets en disant qu'il fallait qu'on puisse se remoderniser parce que j'ai toujours une vision de l'immobilier. Quand on vient du retail, on a toujours cette sensation que l'immobilier dans l'ancien est plus, on va dire, plus en arrière en termes de technologie, etc., si je puis utiliser ces termes de manière plutôt douce, que dans l'immobilier de retail où déjà en 2015, on parlait d'avatarisation, on avait des capsules dans le tertiaire, on allait au MIPIM, au MAPIC, il y avait vraiment des choses qui étaient assez intéressantes, là où l'immobilier, on avait beaucoup de mal à le porter. Et donc, voilà un petit peu mon parcours. C'est intéressant, ces parcours atypiques, là. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, les amis, Jean-Marie ? Écoutez, c'est presque improbable. Pourquoi vous avez quitté le monde de la sommellerie ? Parce qu'il y a l'appât du nouveau monde de l'immobilier, mais il y a aussi peut-être des choses qui vous manquaient ? Non, oui, il y avait plus jeune. Je voulais être avocat en droit des affaires. Ouais. C'était vraiment une obsession pour moi. Le hasard de la vie fait que, fils d'ouvrier, pas de revenus, de sœur handicapée, mon père qui décède à 18 ans. Donc forcément, on a besoin de gagner de l'argent. Voilà, parce qu'un IME, contrairement à ce qu'on pense... je ne sais pas si je peux me permettre de le dire, mais je crois qu'à 18 ans, vous avez pris en charge votre famille. Comme beaucoup, comme beaucoup aujourd'hui en France. Je ne suis pas un cas isolé, comme beaucoup. Oui, il y en a beaucoup, mais pas tout. Oui, ça n'arrive pas à tout le monde de se retrouver. Et voilà, et le hasard a fait que... indirectement, je voulais me spécialiser sur tout ce qui était compromis, etc. Le hasard a fait que tout s'est recadré avec les années. C'est-à-dire que j'ai pas pu faire ce que je voulais au moment T, mais aujourd'hui, on va dire qu'à 44 ans, j'ai pu accomplir l'ensemble des passions que j'avais pas pu avoir et faire en sorte de voir grandir mes sœurs dans un climat très bienveillant. Et qu'est-ce que vous avez gardé de la sommellerie ? Professionnellement. Mon nez. Voilà, mon nez. Puis en plus, il se voit bien. Donc, du coup. Je voyais arriver Jean-Marie en disant est-ce que vous avez gardé quelques bouteilles pour nous ? Aussi, je suis plutôt amateur de vin, mais effectivement, oui. Tout ce qui touche au vin, au cigare, à l'art de bien manger. Alors, on vous a fait une surprise tout à l'heure. Voilà, les amis. Oui, il y a un cocktail tout à l'heure. Voilà. Il est 18h58, on est avec vous. C'est aussi de l'art de vivre. Absolument. Ça, Antoine, quand on a, vous qui êtes sur Capital, qui parfois aussi faites des portraits d'entrepreneurs, c'est intéressant comme parcours. Je pense que ça rentre totalement dans les belles histoires qu'on peut raconter, ouais. Ça, c'est certain. C'est vrai que c'est un joli portrait. Franchement, je pense qu'il n'y a pas si souvent que ça des entrepreneurs qui ont autant de variété, quoi. Autant de variété dans leur histoire et qui ont appris autant de choses un peu. Moi, je dirais même des aspérités qui permettent justement de mettre une personnalité en relief, hein, Isabelle. Oui, et alors, en fait, l'immobilier résidentiel, que vous dites c'est un peu conservateur, etc., c'est quand même un milieu très différent de l'immobilier commercial au sens anglo-saxon, c'est-à-dire commerce et bureau. Est-ce que vous trouvez quand même des ponts entre ces univers
Au départ, oui, parce que l'ADN, par exemple, de la prospection, de se comporter avec un client quel qu'il soit, c'est la même chose. En réalité, on est complètement dans la même relation. Si ce n'est qu'on a, en immobilier d'entreprise, plus cette faculté de se dire que l'intermédiaire doit rester un réel intermédiaire. Il est là pour être à la fois à 50% pour son client vendeur, mais aussi pour son client acheteur. Là où, quand j'ai démarré le métier en immobilier dans l'habitation, j'avais un peu ce sentiment qu'on était très bailleur, en l'occurrence, très attaché au bailleur et un peu moins à l'acquéreur. Au vendeur. Oui, c'est ça, tout à fait. Au vendeur ou au bailleur, et beaucoup moins à l'acquéreur. Et ça, c'était quelque chose que je trouvais un peu compliqué. Et après, des ponts, il y en a plein, et d'autant plus maintenant. Regardez, vous parliez d'une dynamique de problématique de logement. La semaine dernière, j'étais avec Romain Daubier lors d'une réunion. Ils sont en train de me passer un projet de loi sur la transformation des bureaux en logement, voilà, avec plus d'une trentaine d'amendements. Et ils sont en train de revoir les éléments, et on voit bien aujourd'hui que l'immobilier d'entreprise, c'est quelque chose qui, justement, permet aussi de reproposer des solutions pour repeupler et reloger dans les communes. Alors après, il y a plein d'aspérités à travers tout ça. On sait très bien que dès qu'on est dans une commune, le maire, l'électorat, il y a tout un tas de choses qui rentrent et d'environnement. Mais en tout cas, je pense qu'on peut lier les deux sans grande difficulté. En fait, vous dites que la position par rapport à l'acquéreur, au chercheur, est différente dans les milieux professionnels plutôt que dans les milieux particuliers. Historiquement, oui. Historiquement, oui, parce que regardez tout ce qu'on vit. Les agents immobiliers ne s'intéressent pas assez aux acquéreurs. Pendant longtemps, je l'ai dit et je l'ai assumé. Dans les marchés tendus, non mais il faut le dire, dans les marchés tendus, ça se vendait tout seul. Tu rentrais le mandat, à peine rentré, déjà vendu. Donc finalement, on ne prenait pas un soin à accompagner les acquéreurs. C'est vrai. Et sur ça, il y a deux réactions. La première, regardez, dans les années 80, c'était commun que un Arthur Lloyd, un CBRE, un BNP partagent un mandat en réalité. Les agents immobiliers de toutes les enseignes en pro partagent des mandats depuis des années sans que ça soit un problème. En fait, ça s'est fait mécaniquement, naturellement, sans qu'il y ait la moindre difficulté. Je pense. Virginie, c'est intéressant comme profil. Ah oui, mais surtout, moi j'ai envie de savoir c'est quoi WeInvest. Ah, alors justement, merci. Moi j'adore Virginie. Je ne vais pas faire de promotion. Ce que j'aime, c'est Virginie, c'est qu'elle lit en nous comme un livre ouvert. Alors justement, donc vous êtes passé par Orpi et vous avez été. Alors, il faudra que vous nous racontiez comment vous avez été recruté quand même, parce que vous m'avez parlé d'un algorithme. Mm-hmm. C'est hyper intéressant. C'est un algorithme qui a repéré la candidature de Xavier Belbeau et vous entrez chez WeInvest France. Alors WeInvest France, je vous la fais courte, c'est un réseau qui est né en Belgique, dont vous avez pris la direction générale en France, et c'est un réseau en Belgique qui s'est imposé comme quasiment parmi les premiers réseaux, je crois qu'ils sont les deuxièmes ou les troisièmes de Belgique francophone. Alors, non, pas de Belgique francophone, de Belgique. Pour faire très rapide, 2014, on a Jonathan qui est le fondateur du réseau WeInvest, qui est passionné de technologie, de marketing. Alors, je vais reprendre ce qu'il dit, donc je ne vais pas le paraphraser, mais je suis chinois, j'aime tout ça. Donc, en rigolant, il me dit ça, je dis, ok, très bien. Et il s'est dit, dans l'immobilier, il y a un problème. Les gens ne travaillent pas assez le digital. On va pas automatiser les choses. Il y a trop de tâches chronophages. Donc, à partir de là, en fait, il a quitté Barnes et il a créé avec son épouse WeInvest. Et donc, 10 ans après, aujourd'hui, WeInvest, c'est sur la Belgique, en tout cas, c'est 40 points de vente. On a dépassé Century 21 en part de marché. On a une émission de TV qui s'appelle Je vends ma maison, qui est l'équivalent d'un Stéphane Plaza sur RTL, c'est la 4e année. Là, on vient de re-signer 2 saisons, 5e et 6e année. Et c'est vrai que tous ces éléments ont fait que ça nous a permis de gagner énormément de parts de marché sur la Belgique et de visibilité, parce qu'on fait partie des 3 réseaux. ERA est le premier réseau en Belgique aujourd'hui, un peu comme au Portugal. C'est un peu différent en France. Mais, et c'est comme ça, petit à petit, qu'on a pu... Alors, sur des acronymes assez simples, on dit toujours que WeInvest, c'est un peu la coopérative sans les contraintes. C'est-à-dire qu'en fait, tout est décidé 4 fois par an par les dirigeants d'entreprise qui viennent au siège, il y a une réunion, on montre les choses, et tout est testé en avant-première, etc. Et donc, on est toujours dans un contrôle continu et des A/B testing avec les clients finaux tout au long de l'année. Donc, ce qui fait comme ça, on arrive un peu à voir l'évolution de notre marque. Et sur quoi on s'est concentré ? On s'est concentré sur l'automatisation, l'intelligence artificielle. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand un client se connecte, par exemple, un lundi, entre 20 et 23 heures pour consulter ses mails, où il va sur Insta, où il veut faire une estimation, par exemple, sur WeInvest, on va se rendre compte que il fait une estimation, il l'abandonne. Le lendemain, il va se reconnecter à la même heure, et puis là, on va lui mettre un article, on va lui pousser un article sur la rénovation énergétique, puis un autre sur l'achat. Il va cliquer sur la rénovation énergétique. Et là, ça va envoyer directement des indicateurs forts au conseiller qui va pouvoir appeler ce client en lui disant « Je t'appelle déjà à 20h15, je te dérange pas ?»
premièrement. Et ensuite, lui dire, j'ai vu que vous aviez fait une estimation, vous aviez des questions sur la rénovation énergétique, est-ce qu'on peut vous aider ? Et comme ça, en fait, on arrive en fait à réchauffer un lien, à rattraper ou même à créer une relation avant même que le contact soit créé entre l'agent immobilier, le conseiller immobilier et le client final. Donc, il y a toute une plateforme de services technologiques qui a été mise en place autour de l'intelligence artificielle, mais simple, parce que je suis un garçon très pragmatique, j'aime les choses simples, efficaces et qu'on me dise les choses comme ça, on ne perd pas de temps. Et on a vraiment travaillé cette notion. Transparence et une communauté. Sur la France, on n'a pas pu avoir le même modèle que sur la partie belge. Parce qu'en France, vous avez à la fois une politique de mandataires et d'agents immobiliers, là où aujourd'hui en Belgique, vous n'avez que des agents immobiliers cartés. Alors justement, c'est le principe. C'est l'IPI. En fait, c'est le principe de fonctionnement d'Oubien Invest, un modèle un peu hybride. On va y revenir parce que vous le savez, les amis, c'est réglementé les professions beaucoup plus qu'en France. En Belgique, puisqu'il y a un ordre qui s'appelle l'Institut des professions immobilières, qui a été institué en 1993 par ordonnance royale, et qui donne en fait un délai de probation à tous ceux qui deviennent soit transactionnaires, soit gestionnaires. Et en fait, pour devenir agent immobilier, il y a un tableau, et il faut à peu près, je crois, 2 ou 3 ans de probation, justement, pour pouvoir y accéder. C'est bien ça. Hein. 12 mois de capacité. Absolument. Et 24 mois pour la carte. Et idem pour la gestion et le syndic. Et si jamais vous ne respectez pas, vous avez carrément un détective privé, puisqu'il y a un tribunal, il y a ce qu'on appelle une juridiction d'exception, qui statue sur la radiation de ceux qui exercent illégalement la profession. C'est chaud quand même. Hein. Ils sont allés au bout du modèle. Hein. Pour eux, c'est normal. Voilà. Ça fonctionne bien ? Ça fonctionne bien, c'est normal pour eux, il n'y a pas de difficulté. Ça permet, après, encore une fois, la Belgique n'est pas la France, on n'est pas sur les mêmes métriques, voilà, ça c'est un élément important. Alors la question justement que l'on souhaite se poser, c'est la question des modèles hybrides. Alors on va en parler bien sûr entre nous, on connaît bien, nous les journalistes, les acteurs du métier. On a des mandataires, on a des agences immobilières, on a aussi des agents immobiliers en étage, on ne le dit pas assez, mais c'est le cas notamment. Il y en a certains qu'on appelle brokers, intermédiaires, enfin peu importe les qualificatifs. Il y en a qui sont certainement sur plusieurs classes d'actifs. Hein. Ils font de la transaction dans le commerce, dans le résidentiel ou ailleurs. Dans un cas, on exerce avec une carte professionnelle. Et dans l'autre cas, on n'en a pas besoin. Comme les mandataires immobiliers, c'est aussi l'occasion d'avoir un formidable outil de reconversion professionnelle, par exemple. C'est aussi un partage des mandats, c'est aussi un développement technologique, justement. Vous avez publié un post, Xavier Belvaux, et donc on va analyser ça entre nous, dans lequel vous dites finalement la guerre est terminée. Enfin, je reprends, je caricature peut-être un peu, la guerre est terminée. C'est un débat complètement éculé, c'est-à-dire que voilà, il n'y a plus de débat. Agences vitrées, ce qu'on appelle donc à pignon sur rue, et mandataires qui bossent de la maison, qui ont une carte chez IAD ou dans un autre réseau, peu importe. Il n'y a plus de débat, on fait tous le même métier. Est-ce que vous partagez cette idée ? Comment vous dites, vous dites aujourd'hui le marché, globalement, le seul intérêt, c'est la compétence, l'excellence, l'accompagnement, etc. Bien sûr que je le partage, parce que c'est absolument ce que j'ai souhaité qu'on mette en place. Aujourd'hui, tout le monde n'est pas forcément d'accord avec vous sur le sujet. Hein. Oui, alors après, je dis toujours, les chiffres écrasent la polémique, et j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai quelques-uns auxquels je tiens. En 2016-2017, je mets en place un service data, parce que j'étais persuadé qu'aujourd'hui, que celui qui maîtrise la donnée a les réponses. Et je prends une indication simple. Je prends les 3 plus grands réseaux immobiliers français, qui sont Century 21, La Forêt, Orpi, et on parlait tout à l'heure des diffusions de biens, et je regarde sur les diffusions de biens mensuelles. En moyenne, on avait 170 000 biens qui étaient diffusés pour un taux d'exclusivité de 45%. Force de constater, vous regardez les mêmes stats en 2023, vous avez ces mêmes réseaux qui ont à peu près 70-75 000 biens en diffusion pour un taux d'exclus aux alentours des 48-50% maximum. Et de l'autre côté, vous avez des réseaux comme IAD, Safety, Optium, qui ont 180 000 à 200 000 biens, selon les mois, en diffusion. Donc, qu'est-ce qui se passe ? On est obligé de dire qu'en réalité, il y a un nouveau modèle qui a pénétré le marché français, qu'un mandataire aujourd'hui sur 4 qui commence dans la profession, il commence comme conseiller immobilier, c'est une réalité. Et tout simplement qu'il y a des conseillers immobiliers qui sont de qualité, en agence, mais aussi on a des conseillers immobiliers mandataires qui se sont perfectionnés,
professionnalisés, qui ont réussi leur reconversion. Et on parlait, c'est très, très drôle, mais de ma reconversion, mais elle n'est pas isolée. On est beaucoup, au fur et à mesure de notre vie maintenant, à changer de métier. Regardez, aujourd'hui, citez-moi quelqu'un qui a 35-40 ans, qui est resté depuis l'âge de 17 ans dans la même entreprise. Il y a 25-30 ans, c'était quelque chose qui pouvait arriver. Aujourd'hui, on ne le voit plus. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis, ces nouveaux modèles qui parfois s'affrontent, Antoine? Alors ouais, c'est quelque chose qu'on voit depuis plusieurs années, mais il y a quand même quelque chose... Et t'as vu, ils se battent surtout sur la compétence et la formation. C'est un axe très important. Alors, ils ont fait beaucoup d'efforts. Ils ont fait beaucoup d'efforts. Il y a eu beaucoup de débats à une époque, notamment sur la formation, parce que vraiment, ils étaient compétents pour vendre un logement. Mais il y a quand même une question, moi, qui me taraude, c'est un petit peu la question de la rotation. Parce qu'on parle beaucoup de gens qui se reconvertissent, mais combien abandonnent au bout d'un an ou deux? Parce que c'est quand même un métier très difficile. Ça, je pense qu'il faut quand même le mettre en avant. Être indépendant et vendre des logements et d'être juste rémunéré à la commission, c'est quand même compliqué, quoi. Surtout aujourd'hui. Par rapport à ça, il y a un sujet intéressant, parce que on dit toujours que sur le chiffre d'affaires moyen aujourd'hui d'un mandataire en France, c'est 33 à 35 000 euros. Voilà. Sa durée de vie, pour 65% d'entre eux... 33 35 000 euros? Oui, 33 35 000 euros du mandataire, bien sûr. Vous êtes sûr de cela? Ah bah, je suis certain. Je n'ai pas de difficulté. Moi, j'aurais pensé beaucoup moins. Ah non, c'est la moyenne. Et vous avez des moyennes plutôt hautes, comme certains réseaux, aujourd'hui, qui sont des réseaux un peu historiques, comme Capi. On a des mandataires qui arrivent à avoir des 42, 44, mais la moyenne globale, parce qu'on a quand même plus de 100 réseaux de mandataires, 45 000 mandataires à fin 2023. J'ai perdu du coup ce que je voulais dire, mais je vais le retrouver très vite. Non, on parlait justement du turnover. Oui, turnover, et je disais, donc on en a 65 qui abandonnent, mais il y a une vraie réalité, ce qu'on oublie souvent... 65%. Oui, 65% qui abandonnent de deux façons. Une partie, parce que qu'est-ce qu'ils font? Ils se lancent en micro-entreprise, ils perçoivent le Pôle emploi, parce que c'est un vrai acte, ils sont chez eux, ils disent à leur famille, etc., voilà, je vais me lancer pour être agent immobilier, ils y croient. Mais le vrai problème, au-delà d'un abonnement mensuel, il y a de l'investissement publicitaire, il y a des choses qu'ils mettent en plus, et au bout d'un moment, ils s'essoufflent, parce que forcément, il n'y a plus de rentrée. Donc qu'est-ce qu'ils font? Une partie s'accroche et retourne en agence immobilière classique, parce qu'on sait qu'un collaborateur moyen dans une agence immobilière physique fait en moyenne 80 000 euros de chiffre d'affaires par an. C'est le négo moyen. Donc il y a une partie qui fait ça, puis il y a une partie qui dit j'arrête parce que j'ai plus les moyens de continuer, et qui retourne dans son autre activité. Mais ce qu'on remarque, si vous regardiez en 2023, sur les mandataires, 75% étaient des personnes qui étaient en reconversion et des femmes qui avaient entre 35 et 43 ans, à peu près. Sur 2024, depuis le début de l'année, au premier trimestre, les personnes qui rentrent comme mandataires aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est nouveau. C'est des conseillers en agence vitrée qui font en moyenne plus de 100, 120 000 euros de chiffre d'affaires. Et qui se disent à un moment, voilà, dans l'entreprise où je j'évolue plus, je suis payé 45-50% de ce que je gagne, alors que si je vais dans un réseau de mandataires, je vais prendre 70%. Donc là, du coup, on s'aperçoit que la profession aussi se modernise et se professionnalise indirectement par ces conseillers immobiliers qui basculent et qui recrutent des équipes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'attraction qui est faite est avant tout motivée par la rémunération. On est d'accord là-dessus? C'est bien sûr. Non, mais voilà. C'est pas autour de la table qui se lève uniquement pour la passion. Nous tous, mais indirectement, il faut bien payer les factures. Moi, j'adore faire de la radio, donc c'est pas le sujet. Non, mais je plaisante. Mais ce que je veux dire, c'est on comprend l'attraction économique, mais quand vous avez cité un cas, je reprends ce que vous dites. Vous avez dit un agent, un égo qui dans une agence peut faire 120 000 euros de chiffre d'affaires et il va prendre 60%. Il n'a pas de fixe, il prend en com, donc grosso modo, il va prendre 60 000 euros, quoi. 50 000 quand euros. Vous dites que le chiffre d'affaires, c'est juste la commission. Attention, s'il va faire 160 000 euros de chiffre d'affaires, à partir de là, il y a des paliers. Généralement, les mandataires, qu'est-ce que font les réseaux de mandataires? Entre 0 et 40 000 euros de chiffre d'affaires, qui est la première tranche, ils vont prendre en moyenne 45 ou 55%, ça va dépendre. Et comme on sait que si on se rappelle bien, c'est 60% à peu près de la grosse masse du chiffre d'affaires moyen du mandataire. Et ensuite, il y a des paliers qui vont de 70, 80, jusqu'à 90, et il y en a même qui vont jusqu'à 100% sur la fraction supérieure à 150 000 euros, par exemple. Pour le mandataire. Pour le mandataire, sur l'honoraire. Mais ça entraîne, et ça a entraîné avec le temps, une autre difficulté. Parce que quand vous avez un dirigeant d'entreprise qui a une centaine de mandataires, par exemple, mais qui n'a pas d'autre subsistance que cet abonnement-là, en réalité, ça entraîne quoi? Économiquement, il a peu de moyens pour réinvestir, parce qu'il est tellement à un ratio important de rémunération qu'il lui reste peu pour faire tourner, avoir de la technologie, mettre de l'IA en place et rester compétitif. Donc là aussi, le cercle, il n'est pas vertueux non plus. Disons qu'à un moment donné, on avait l'impression que les têtes de réseau avaient plus intérêt à faire rentrer des nouveaux mandataires, quitte
à nuire aux mandataires existants. C'est-à-dire que je pense que quand même, il y a trop de mandataires, il y a trop d'opérateurs et donc ils ont des petites parts de marché chacun. Trop et donc petites. est-ce que c'est un facteur de paupérisation, justement? C'est un facteur de manque d'efficacité. Oui et non. Parce qu'on peut prendre le problème en ce sens, mais il y a aussi une autre façon de voir les choses. On entend beaucoup, on n'a fait que 870 000 ventes. Voilà. On a perdu 20%, c'est grave. Je ne suis pas tout à fait d'accord, parce qu'en réalité, qu'est-ce qui s'est passé après le Covid ? On a eu une montée vertigineuse d'acquisition qui n'était pas logique, en réalité. Et ça ne veut pas dire, et là je vous rejoins, ça ne veut pas dire que pour autant, le gâteau, en l'occurrence, il peut être partagé sans cesse. Mais il y a un autre sujet, et là qui a à peur avec la confiance et la compétence. C'est la part du marché du particulier. Ça fait 10 ans qu'elle n'a pas bougé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle est peu ou prou à 35% du particulier. Donc, au lieu d'avoir des agents immobiliers et des réseaux de mandataires qui, entre guillemets, par moment, je reprends ce que tu disais, se taper un peu dessus, peut-être qu'on devrait s'unir pour travailler intelligemment. Mais je confirme, ils se tapent toujours dessus. Hein. Voilà. Comment ? Je vous confirme qu'il y en a certains qui se tapent toujours dessus. Peut-être un peu moins. J'ai un peu le sentiment que depuis quelques... Non, mais je pense aux consommateurs. Et le problème avec les mandataires, ils ont gagné des parts de marché, notamment là où les agents immobiliers étaient peu présents, à la campagne, etc. Ils ont combien ? Ils ont 16% du marché ? Il y a des femmes qui réussissent très bien. C'est un métier assez féminin. Et moi, quand je cherchais une maison, je crois qu'il y a un seul agent, en l'occurrence, c'était une femme qui m'a demandé « Mais vous cherchez quoi ?» Les autres, ils ne se demandent pas qu'est-ce que je cherche. Bon. Et... Le problème avec les mandataires, c'est qu'on ne sait jamais quelles compétences ils ont vraiment. Il y en a qui sont très bons, mais il y en a qui ont débuté la veille et qui savent rien. On a la même chose. Il n'y a pas de garantie pour le consommateur d'une compétence. On a la même chose sur un conseil immobilier, parce qu'aujourd'hui, qu'on soit bien d'accord, et c'est un peu dans tous les nouveaux métiers. Mais il est encadré notamment par... On peut parler de l'encadrement. Un exemple concret, parce que là, tu parles vraiment agent immobilier. Je te donne un exemple très factuel. 2016, 2017, 2018, on avait des conseillers immobiliers en agence, ils rentraient un bien, ils avaient 12 appels. Donc, qu'est-ce qui s'est passé mécaniquement ? Ces personnes-là n'ont pas appris à gérer du stock mandat. Est arrivé le Covid et la crise, ils se sont retrouvés avec des volumes de 15, 20, 30 biens gérés, incapables de les gérer. Pour quelle raison ? Mais parce qu'on ne leur avait pas expliqué. En fait, en réalité, quand tu rentrais un bien et qu'on te disait il est super vendable, etc., tu vas avoir plein d'appels, ils le passaient en publicité sur Se Loger, Bien Ici, et puis Le Bon Coin, le téléphone sonnait, hop, on y va. On prenait à peine la fiche technique, parce que ça aussi, c'est une réalité. C'est pas tout le monde, et heureusement que non. Mais voilà, mais tous ces moments de crise, etc., et depuis le Covid, ça a aussi une vertu, c'est de remettre le professionnalisme au centre de tout. Parce qu'on peut me raconter ce qu'on veut, un mandataire, enfin un client final, comme nous tous, que ça m'arrive de l'être aussi. Qu'est-ce qu'on veut ? On veut quelqu'un qui ait le bien, aux meilleures conditions, et qui correspond un maximum à nos critères, et au meilleur prix. Qu'il soit mandataire en réalité, ou agent immobilier, quand tu vas le contacter, tu ne le sais pas. Oui. Ce qui t'intéresse, c'est le bien, non ? Bien sûr, c'est le bien, mais aussi c'est de savoir si l'assainissement est conforme, quel type de chauffage, quelle est la taxe foncière. Il y a quand même des éléments de compétences qui sont pas toujours là, il faut bien le reconnaître. Aujourd'hui, il y a des réseaux de mandataires qui sont spécialisés sur la rénovation énergétique. Aujourd'hui, tu as des grands réseaux de mandataires qui ont mis en place des outils sur la rénovation énergétique qui sont très importants. Donc, j'ai envie de dire, je te rejoins. C'est-à-dire qu'il y a une partie où, effectivement, il y a du professionnalisme à avoir, mais il y a un certain nombre d'outils sur le marché qui permettent de répondre à ces besoins-là assez facilement. Alors justement, c'est bien de ça dont on parlait, puisque Guillaume Casbarian a fait quelques annonces un peu fracassantes qui ont beaucoup plu à Isabelle Lefebvre. On a un vrai sujet de logement. A été discuté. Ça a été déjà le cas il y a quelques années, je ne me rappelle plus, je crois que c'était 2019 ou 2020, l'article 68 du PLF qui avait, vous vous rappelez, plafonné les honoraires d'intermédiation pour le logement neuf, qui avait fait couler mais beaucoup d'encre. D'aucuns se sont dit que la variable d'ajustement sur les prix pour libérer un peu plus de pouvoir d'achat, était de rogner sur les honoraires d'agence. Hein. Tu connais Isabelle. Je crois que le décret n'a jamais été pris. Voilà, le décret n'a jamais été pris. Donc, de fait, ils ne sont pas plafonnés.
Voilà. Et aujourd'hui, de fait, ils essayent de ne pas dépasser les 10% qui étaient prévus en plafonnement sur notamment tout ce qui était des fiscs, etc. La question que l'on peut se poser aujourd'hui, c'est on est dans un creux aujourd'hui qui est un vrai sujet. On a une explosion démographique, non pas en volume, mais en phénomène sociologique avec la décohabitation qui a doublé la demande de logement, c'est-à-dire les séparations et autres. La migration professionnelle, le logement étudiant. On a un vrai sujet de logement. Les Français n'arrivent pas à se loger et la précarité est en train de se généraliser. On a effectivement des politiques publiques qui sont assez faiblardes, on peut le dire, avec un gouvernement, parce que je rappelle quand même qu'on a 4 gouvernements successifs sur 2 mandats présidentiels et un 5e ministre du Logement. On va espérer que celui-ci gagne ses arbitrages, ce qui n'a pas été le cas de Patrice Vergrit notamment. Comment les agents immobiliers aujourd'hui, de la fenêtre de WeInvest, avec le chantier qui vous attend, vous, Xavier Bello, vous voyez le logement des Français, l'accompagnement et tous les gains que vous pouvez rapporter. Vous avez dit tout à l'heure une chose extrêmement importante. Vous êtes aujourd'hui un technophile. Vous avez approché la techno comme étant un élément de service de vos clients. Est-ce que la différence, elle se fera là? Et qu'est-ce que vous pensez de l'attaque que l'on fait? Je vais être très clair, un peu provocateur, quand on dit, par exemple, qu'un agent immobilier qui prend 3, 4, 5, 6%, ça ne sert pas à grand-chose. Je caricature un peu, mais... Alors, premièrement, sur le premier sujet, je n'ai pas de boule de cristal, et je ne vais pas inventer que j'en ai une. Je pense que le sujet, il est bien plus complexe que celui-là. Je pense aujourd'hui que dans l'immobilier, et c'est qu'un avis de ma petite fenêtre, il y a très longtemps qu'on aurait dû peut-être aussi unir nos syndicats pour avoir un syndicat plus puissant. Ça, c'est une des premières choses qui aurait été à faire, parce qu'on aurait déjà été certainement peut-être plus entendu. Ça, c'est une réalité. Et on aurait porté en tout cas des choses d'une même voix. Par rapport à la promotion, j'ai envie de dire qu'effectivement, depuis le début de l'année, la transaction dans l'ancien va mieux. Il y a des choses. Le promoteur, aujourd'hui, on le sait bien, quand il lance un projet, si dans les 3 mois, il n'a pas 30%, c'est abandonné, ça ne va pas plus loin. Mais auquel cas, il y a quand même d'autres problématiques, parce qu'aujourd'hui, par moment, ça coûte aussi cher de rénover avec toutes les nouvelles contraintes que de reconstruire de zéro. Les coûts ont vraiment beaucoup augmenté. Et sur la politique du social, il y a des choses qui ne se sont pas faites. C'est-à-dire qu'on n'a pas réhabilité au fur et à mesure des années notre parc. On n'a pas reconstruit au fur et à mesure notre parc. Moi, je suis membre du conseil d'administration de la Famille des Ateliers, qui est une grosse fondation sur le handicap en France. Et notre parc immobilier est vétuste, mais pour autant c'est compliqué quand on sert quelque chose. Aujourd'hui, on s'aperçoit que quand on souhaite réhabiliter, c'est presque plus cher en réalité, avec toutes les nouvelles normes, que de reprendre, que de créer de zéro. Et après, on a d'autres problématiques qui sont des surfaces, des mairies, des implantations, qui ne sont pas toujours les bienvenues, et pourtant on n'est que sur le domaine du handicap. Donc j'ai envie de vous dire que je pense que ça passera, parce qu'on dit toujours l'État, on tape dessus. Il y a quand même eu, au fur et à mesure des années, il y a quand même eu des choses qui ont été faites. Je pense qu'aussi dans la profession, moi ça fait plus de 20 ans maintenant, on a aussi certaines personnes qui ont peut-être un peu tiré sur la corde. Et il n'y a pas de magie. Moi j'ai pas le sentiment qu'on ait les caisses de l'État qui sont pleines quand on allume la télévision le matin. C'est assez compliqué. Donc j'ai envie de dire qu'il va falloir à un moment qu'on s'unisse tous, mais fermement, dans la dynamique, mais pour faire avancer les choses. Est-ce que, justement, les politiques publiques... Alors, vous aviez, tout à l'heure, vous avez dit, Guillaume Casbarian a proposé un dispositif qui existait déjà. À quoi vous faisiez allusion tout à l'heure? C'est sur ce que disait sur les HLM, en disant il n'y a pas de logement social à vie, il faut examiner la situation des locataires HLM. Cette situation, elle est examinée tous les ans. Tous les ans, les gens doivent répondre sur leurs revenus, et s'ils ne répondent pas, on leur implique d'emblée un surloyer. Alors, donc le surloyer existe si vous dépassez de 20% les revenus. Je rappelle quand même que les HLM s'adressent à 70% de la population. Donc, dans les HLM, il y a la classe moyenne, il y a de la classe moyenne, et c'est très bien ainsi, et même il faudrait qu'il y en ait plus. Moi, si je regarde ce qui se passe dans la ville de Vienne, en Autriche, le logement, d'abord, ils n'appellent pas ça le logement social, ils appellent ça le logement municipal. Entre le logement municipal et le logement coopératif, 60% des Viennois habitent ce type de logement avec une mixité presque qui reflète la population. Alors vous adorez les coopératives, parce qu'entre les Suisses qui vivent en coopérative... J'adore les coopératives, je trouve que c'est un modèle extrêmement inspirant. Est-ce que vous avez lu l'article sur le pastillage? Oui, bien sûr, mais on le savait. Ah, tu as vu Non.
Le pastillage. Isabelle, notre maîtresse à tous, dites-nous ce que c'est que le pastillage. Eh ben, ça existe depuis longtemps. Ça s'appelle des emplacements réservés qui sont identifiés dans un PLU, un plan local d'urbanisme. Et dans cet emplacement réservé, la collectivité peut dire, cet emplacement, il est réservé à une future école. Cet emplacement, il est réservé à une future hôpital ou et là, la ville de Paris, qui est en train de rénover, de refaire son PLU, a pastillé, c'est-à-dire a identifié 945 immeubles dans lesquels, si vous faites des travaux, vous devrez, des travaux importants, pas les petits entretiens, vous avoir une réserve de logements sociaux. Vous devrez faire du logement, dont 60% de logements sociaux. Et donc, ça existait déjà dans le PLU ancien, mais c'est des emplacements réservés, ça existait déjà dans le logement ancien. Et là, ils ont pastillé 945 immeubles, dont 7 écoles privées catholiques qui appartenant au diocèse. Mais ça ne veut pas dire que vous serez exproprié, ça veut dire que le jour où vous vendez ou le jour où vous faites des travaux, vous avez cette obligation de 60%. Le jour où ça vend, celui qui rachète a l'obligation s'il transforme. S'il transforme. S'il transforme. Intéressant quand même. Ouais, c'est intéressant, mais je rebondis sur quelque chose. Donc, cette technique des emplacements réservés, elle est ancienne, elle existe déjà. Là, ils ont poussé un peu plus. À mon avis, il y aura du contentieux. Il y a eu une enquête publique qui a duré 3 mois et qui a été close le 29 février. C'est ce que je dis. L'article, il aurait dû être fait avant parce que à ce moment-là, vous avez le droit de saisir le commissaire enquêteur et de faire vos remarques. D'ailleurs, certains l'ont fait. Il y a à peu près 2000 remarques, dont la moitié, ce sont les écoles privées qui disent... c'est des copier-coller, on voit bien que c'est les mêmes remarques. C'est souvent comme ça fonctionne sur les enquêtes publiques, d'ailleurs. Exactement. Vous avez toujours des militants donc l'enquête publique est close. Ça ne veut pas dire que le PLU sera adopté comme ça. Il y a encore un long chemin à faire. Il compte l'adopter en conseil municipal fin 2024 pour une application début 2025. Mais la ville de Paris doit répondre point par point à l'ensemble des remarques qui ont été soulevées et reprises par le commissaire enquêteur. Ça a soulevé, bien sûr... c'est-à-dire que pour les investisseurs, c'est un peu du kidnapping. Donc, alors, effectivement, il y a une réaction en chaîne qui est absolument hors de propos. Quand je dis hors de propos, dans les arguments avancés, c'est de dire que c'est de la destruction de valeur. Exactement. Excusez-moi, mais tout le code de l'urbanisme, c'est ça. Quand vous avez un terrain qui passe de constructible à non constructible, c'est de la destruction de valeur. C'est de la destruction de valeur et malheureusement, le propriétaire sauf que pour rien. Là, on est sur un parc immobilier qui a 100, 200, 300, 400 ans d'âge. C'est pas du tout un aménagement sur des zones qui changeraient d'affectation pour le futur. Là, c'est un patrimoine existant et vous avez juste le truc qui vous tombe dessus. C'est une entrave, je suis d'accord. C'est une entrave au droit de la propriété. Et je suis pas sûre que pour le coup, cette enquête publique de 3 mois, ce soit particulièrement les conditions d'un dialogue entre les propriétaires et la mairie. Il y en a qui ont payé le prix, qui ont un prix très élevé. Et ils le savent, c'est non seulement une entrave, tu l'as dit tout à l'heure, une destruction de valeur en soi, mais c'est une entrave au droit de propriété, puisqu'il y a une inéquité entre l'acquisition de la valeur. Mais quand Clamart va avoir son super métro, ligne 15, qui coûte quand même... Le Grand Paris Express, ça coûte la bagatelle de 35 milliards d'euros quand même. Mais il n'y a pas que Clamart qui va avoir le super métro. Non, il n'y a pas que Clamart. Mais pourquoi je dis Clamart Pourquoi je dis Clamart ? Quand il va y avoir un métro qu'il n'y avait pas avant, là, il y a une hausse des valeurs. Eh bien, la communauté, la collectivité ne récupère rien. Et pourquoi je dis Clamart ? Parce que quand on lit le rapport de la Cour des comptes de l'établissement public foncier d'Île-de-France, qui est un établissement public qui achète des terrains et qui les revend aux collectivités locales... Présidé également par Jean-Philippe Dugoin-Clément. Par Valérie Pécresse aussi. Et donc... Le président en titre, c'est Jean-Philippe Dugoin-Clément. Président de l'EPIF et de GPA Aménagement. Et donc... l'établissement public foncier d'Île-de-France recède ces terrains à prix coûtant sans faire de plus-value. Eh bien, la ville de Clamart, elle a revendu ces terrains 28% plus cher. C'est elle qui s'est prise la plus-value.
ça lui a valu une remarque de la Cour des comptes. Et je pense que maintenant, on peut estimer que la ville de Clamart, qui construit énormément de logements en ce moment, sauf erreur de ma part, doit aussi construire des écoles, des équipements publics, oui, mais des bien stades, sûr, mais ça c'est déjà prévu. C'est déjà prévu, il faut le financer dans les charges des promoteurs. Donc d'ailleurs, la Cour des comptes a beaucoup tiqué là-dessus. Isabelle, vous trouvez la manœuvre un peu... D'abord, ils ont baissé la part de logements sociaux parce que dans le prix du terrain, ça compte. Et ils ont empoché 28% de plus-value, alors que normalement, ils devaient recéder les terrains aux promoteurs au même prix, sachant que les promoteurs, eux, ils ont ce qu'on appelle des participations pour payer les fameuses écoles et tout ça. Il nous reste moins de 5 minutes. Vous voulez vous exprimer sur le sujet Moi, je vais juste revenir sur un sujet que je trouvais vraiment très intéressant. C'est sur le fait, en tout cas, du logement social et des classes moyennes qui s'y retrouvaient autour de moi, et depuis 5 ans malheureusement, donc soyez pas autour de moi trop proches, il y a beaucoup de divorces, et le nombre, dans le cas des divorces, de personnes qui se retrouvent obligées avec 2 enfants, etc., et qui ne peuvent pas prester, parce que sur le parc locatif, on n'a rien, etc., à faire des demandes dans des HLM et se retrouver dans des conditions déplorables avec des enfants, là on a un vrai problème, parce qu'on n'a plus d'F4, enfin je veux dire aujourd'hui on construit plus de F4, je veux dire, c'est une réalité. On en a de moins en moins. Et quand ils existent, maintenant, on les divise en 2. Enfin, voilà, pour faire simple. Voilà, ça existe. Et tout ça, c'est des questions qui vont voir vraiment dans les mois, années à venir, qui vont être assez inquiétantes. Parce qu'en réalité, je ne sais pas comment on va faire. Non, parce c'est vrai que c'est monnaie courante. Il y a 30 ans, on divorçait beaucoup moins que maintenant. C'est incroyable le nombre. D'abord, sur le parc privé locatif, il n'y a que du meublé. En petite surface. Ça, c'est un problème fiscal. C'est la fiscalité. Que du meublé. Et on ne trouve plus, effectivement, vous avez raison, on prend des grands appartements, ils sont divisés parce qu'on sait qu'il y a une meilleure valeur ou une meilleure rotation sur les petites surfaces. Une meilleure rentabilité. Il faudra bien un jour réglementer tout ça quand même. L'autre jour, j'étais à un atelier logement à Montpellier. Ils veulent faire 4000 logements en organisme foncier solidaire et bail réel solidaire, qui est une forme d'accession sociale à la propriété. Ils ont lancé 2 opérations, ils vont en lancer d'autres. Et ils disent, sur nos 2 opérations, nous avons 42% des candidats. Alors, le prix final sera 60% moins cher que le marché. C'est quand même pas une petite décote. Eh bien, il y a 42% de familles monoparentales. Donc ça rend service. Il est bientôt l'heure de conclure très rapidement. Un petit point chacun rapidement sur justement les propos qui se sont tenus ici. Jean-Marie Bardry. Est-ce qu'on a des études sur la satisfaction des acheteurs selon qu'ils ont recours à un mandataire ou non, par exemple, sur la différence de... Très simplement, aujourd'hui, vous l'avez, il y a des solutions avec les avis clients qui sont opinion system, les avis vérifiés, et puis vous avez Google, parce qu'aujourd'hui, on peut dire ce qu'on veut, mais Google est très présent. C'est vrai que quand on utilise le professionnel, les gens, ils vont vérifier. Ah oui, réellement, et puis on le voit même maintenant, automatiquement, une fois que c'est vendu, tu as un questionnaire qui est envoyé, et en fait, la plupart du temps, vraiment, tu peux même répondre, et aujourd'hui, on voit bien que les mandataires ont des notes de satisfaction qui sont pour la plupart identiques aux agences. Le vrai problème, c'est que dans l'immobilier, on s'est mis assez tardivement à comprendre le réel intérêt des avis clients. C'est depuis 2018. Voilà. Et ça, aujourd'hui, c'est des choses qui se mettent en place. Mais avant, c'était très petit. La data, par exemple, je pense que vous regardez ces données. C'est une des données qu'on regarderait. Je vous laisserai regarder les commentaires sur Winvest, par exemple, parce que pour le coup, je vais faire un peu de promotion et nos avis clients sont très bons. Vous, c'est des mandataires, les gens qui sont chez Non, on a une offre hybride. On a d'un côté un réseau de mandataires qui est géré par le siège, à l'inverse du système MLM, c'est-à-dire qu'on lui propose d'obtenir sa carte T de système de multipalier de rémunération. D'accord. Nous, on est plutôt dans le fait de dire, on t'accompagne à faire plus de chiffre d'affaires, à créer ton entreprise, à créer de la valeur. On sait très bien aujourd'hui que quand on pense achat ou création d'entreprise, moi je pense toujours revente. C'est mon ancien parcours. Et je dis toujours, à quel moment, quand tu fais 100 000 euros de chiffre d'affaires, si tu vends ton fonds de commerce en transaction, tu sais que si tu récupères 0,30% de ton chiffre, tu es content. En gestion locative, si tu as des lots de gestion, tu sais que tu vas pouvoir reprendre 3 fois et demi ton chiffre d'affaires global. Donc l'idée a été de se dire, on va aider notre mandataire à se professionnaliser, à créer une néo-agence, donc pourquoi pas une agence en étage, vous travaillez de chez lui avec des collaborateurs. Et on a également un concept sur la partie très traditionnelle qui est la licence de marque et la franchise. On a voulu ouvrir une offre flexible. On peut entrer chez WeInvest par la porte du mandataire, se former, évoluer sur un autre modèle, la néo-agence avec des collaborateurs, et ouvrir son propre agence et avoir pignon sur rue. Complètement. Et aujourd'hui, dans les clients... Vous êtes le seul à le faire aujourd'hui, ça ?
Alors, je ne sais pas si je suis le seul, en tout cas, nous, on le fait. Voilà, on le fait et on prend vraiment le parti de réunir la profession de l'immobilier différemment. Et ce qui est intéressant en faisant ça, c'est qu'on apporte, en tout cas, de la valeur à celui qui va rentrer chez WeInvest. Antoine ? Oui, moi, j'avais simplement une petite question sur votre activité. C'est parce que, d'après ce que je comprends, c'est essentiellement de la transaction, mais est-ce que vous ne pensez pas que l'avenir, ça passe aussi par le fait que les agences deviennent plus polyvalentes, qu'elles deviennent un peu syndic aussi, gestionnaires, etc. Alors, je dis toujours en rigolant que le syndic, c'est quand même le sujet et le métier par lequel il faut finir. Voilà, je dis toujours, tant que tu n'as pas au moins 400 lots de gestion, s'il te plaît, ne te lance pas sur le syndic, mais c'est très propre à l'expérience que j'ai pu avoir avec les agences. Par contre, tu as complètement raison, et c'est une des voix que j'ai toujours portées. Je dis que celui qui ne fait que de la transaction est condamné à mourir. Voilà, tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a d'autres professions satellites qui vont disparaître, selon moi, dans les 10 ans. Le courtier en financement, aujourd'hui, indirectement, je pense, qui sera obligé d'aller dans d'autres activités, d'une manière ou d'une autre. De diversifier son activité, c'est d'une cohérence. Le gestionnaire, il sera obligé c'est le profil type dans une agence immobilière qui, demain, pourra faire du financement. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, 30% du travail du gestionnaire, les outils nous permettent de lui réduire ses tâches chronophages. Aujourd'hui, le gestionnaire, la compta mandant, tout ce qui est compliqué, on voit bien, c'est automatisé, c'est comme à la banque. Je veux dire, qui va voir son banquier aujourd'hui maintenant ? Tout est automatisé, on se connecte plusieurs fois. Donc là-dessus, je suis persuadé que dans les 10 ans, on va avoir un bouleversement et que l'agent immobilier qui résistera sera celui qui sera présent sur différents... Ça répond à votre question, finalement. Les diagnostics. Vous prenez les diagnostics, c'est plus compliqué pour le moment, parce que c'est une profession agréée, donc on n'a pas le droit, nous, aujourd'hui, de faire les diagnostics au niveau des agences immobilières, donc c'est encadré. Mais on peut aller autre chose, on peut faire du conseil, la rénovation énergétique. Il y a énormément de choses à faire sur la rénovation énergétique aujourd'hui. Les travaux... J'ai une question, d'ailleurs. Est-ce qu'il n'y a pas un conflit d'intérêt quand on est capable de faire diagnostiqueur et agent immobilier ? Pour l'instant, ils ne peuvent pas, parce qu'ils n'ont droit à une commission que... Donc c'était un piège, j'ai bien répondu. Non, mais pour l'instant. Mais c'est vrai qu'avoir des agents immobiliers un peu compétents sur le diagnostic de performance énergétique, etc., ce serait bien, quoi. En même temps, c'est j'adore quand elle dit un peu compétent. C'est le sens de l'histoire. C'est vrai. Oui, c'est drôle. Non, mais ça révèle non, mais aussi... par exemple, vous voyez, on discutait sur les risques naturels qui prennent une importance énorme en ce moment. Gonflement des argiles, retrait du trait de côte, submersion marine, etc. Les agents immobiliers ne sont pas très en pointe là-dessus. Ils devraient dire attention, votre bien, ça va bousculer la transaction immobilière, ça. En fait, ce qui se passe, c'est qu'indirectement depuis le Covid, et même avant, à chaque crise, ça permet, on dit toujours, de pouvoir remettre à flot certaines choses. Et je pense que depuis quelques temps, tout le monde est bien conscient que l'agent immobilier, le conseiller immobilier doit être présent sur l'intelligence artificielle, sur les nouveaux métiers, se former. Parce que le client, en réalité, maintenant, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut quelqu'un qui réponde rapidement. Il ne veut pas avoir 50 interlocuteurs. S'il a un bon contact, il veut quelqu'un qui soit compétent, qui puisse l'aider sur tous les sujets, quitte à ce qu'il ne les coordonne pas lui-même, mais qui puisse en tout cas apporter cela. Par exemple, ce serait bien que les agents immobiliers connaissent les emplacements réservés et les PLUI. Il dit, attention, si vous achetez cet immeuble, il est soumis... Il est pastillé. Alors, on va accélérer. Combien d'agents immobiliers savent ça ? Je ne répondrai pas, je n'ai pas la donnée. Virginie. Moi, je voulais juste savoir si on allait arriver finalement plutôt, parce que ce que veulent les gens surtout aussi quand ils cherchent, si on se passe du point de vue de l'acquéreur, c'est accéder à l'exhaustivité de l'offre. Ah, c'est très vrai. Et donc, ça s'appelle le fichier commun, ça s'appelle plein de choses, l'intercabinet, ce qu'on veut. Et je pense que ce qui manque le plus, c'est ça. C'est-à-dire que, à la limite, qu'il soit mandataire ou agent immobilier, peu importe, on a envie de quelqu'un de compétent. Bien, oui. Et ce qui est intéressant, c'est pas le statut de la personne qui vous vend quelque chose, ça c'est quelque chose qui est lié à Enfin, c'est un débat de professionnel. Bien sûr. Le particulier, qu'il soit acquéreur ou vendeur, il veut un professionnel qui sache effectivement où les dossiers soient prêts, avec tous les diagnostics, avec tout ce qu'on veut, les avis de zone de submersion marine ou pas. Mais il veut surtout avoir une offre exhaustive et pas être obligé d'aller chez 50 personnes pour peut-être trouver celui qui aura le 3 pièces ou le 4 pièces et qu'il ne trouve... En fait, il y a trop d'acteurs et pas d'accès à l'offre simple. Je suis assez aligné. Après, c'est ce que aujourd'hui l'ensemble des 3 portails principaux
ont essayé de mettre en place, à la fois aujourd'hui quand tu es sur Bien Ici ou quand tu es sur... Oui, mais alors, c'est toujours pareil, c'est pas forcément géolocalisé, je vais pas reprendre tous les défauts... Ça, par contre, je suis d'accord. Tous les défauts des portails, nonobstant les services qui rendent. Il y a des portails mais là, de non, mais on va prendre là, vous mettez un point sur une problématique peut-être aussi de réseau et de changement encore de culture. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vous avez encore des réseaux qui fonctionnent en disant on ne veut pas que le bien soit géolocalisé. Oui. Ça, c'est une problématique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il a peur que quelqu'un prenne potentiellement le bien. Voilà, vous le preniez son mandat. Et ça, il y a des pays, alors on va devoir conclure, mais il y a des pays qui l'ont fait et qui ont eu aucun problème. Je prends le cas de 2 pays, donc aux États-Unis, il y a des sites qui le font extrêmement bien, mais il y a surtout un exemple extraordinaire, qui est à mon avis une référence, c'est dommage qu'elle n'ait pas été suivie, c'est Centris au Canada. Centris au Canada sont les coopératives des acteurs immobiliers du Québec qui ont créé leur propre... C'est bien les coopératives. Leur propre outil, la Fédération des chambres du Québec au Canada, qui a fédéré un outil dans lequel on a tous les historiques de biens. Donc, et toutes les informations dont vous parliez, on peut espérer effectivement qu'on y arrive. On voulait vous faire un petit clin d'œil à la rédaction aussi sur le fondateur un peu emblématique, qui est celui, l'inventeur de la marque. On va le voir en image. Voilà, il est là. Il nous fait un petit coucou. C'est Jonathan Pham qui nous salue. Merci Jason d'avoir récupéré la photo. Non, parce que moi je me suis posé la question. Vous savez, alors imaginez, j'arrive au Rent et je vois arriver le fondateur de WeInvest. Alors, beau gosse, souris ultra bright, 1m80, taillé comme une baraque. Il est arrivé devant moi, je lui dis c'est pas loyal. Voilà. En même temps, il est ex-mannequin. Non, je lui dis c'est pas loyal. Il a été top modèle et en plus il est sympa. Parce qu'en plus il est sympa. Il est adorable. Et intelligent. Et il a tout pour lui, donc je lui ai dit non, c'est de la concurrence déloyale, etc. Je me suis dit, j'ai regardé, je me suis dit, on recrute chez Elite, chez WeInvest Non, pas du tout. Non. Voilà. On a une bonne marque employeur, on dira alors. Alors, il est temps de nous quitter. Ça vous a plu ? C'était bien ? Je suis vraiment très content. C'était un exercice que vous redoutiez un peu, parce que je crois même que c'est la première fois que vous êtes en face des journalistes comme ça aussi. Oui, mais en 20 ans dans l'immobilier, j'ai toujours adoré être plutôt celui qui fait avancer les choses que celui qui est devant. Donc, c'est un nouvel exercice. Mon cher Xavier, c'est la rançon de la gloire. En tout cas, on était ravis, avec la rédaction, nos amis journalistes, de vous recevoir avec beaucoup de bienveillance. Je pense qu'on va suivre votre parcours avec beaucoup d'attention et de vigilance. Je rappelle également que, il faut le dire, vous faites une émission de télé en Belgique qui s'appelle Je vends ma maison, qui est animée par des gens de WeInvest, un peu en modèle un peu Plaza, et c'est devenu un programme incroyable sur RTL. Oui, on va sur Prime Time, on est très suivi. Là, pour le coup... là, vous avez fait un carton. Voilà, on est parti pour 2 ans de plus. Voilà. Clin d'œil exactement aussi avec le cofondateur, l'associé de Jonathan Pham, bien sûr. Raphaël. Comment l'émission ? Raphaël Mathieu. Je vends ma maison. Voilà, mais très bien, vraiment super. Vraiment, je vous recommande. Il faudra que je vérifie si on parle du pastillage. Je savais pas. Non, mais c'est voilà. parisien, ça. Merci. On va se retrouver le mois prochain pour un grand jury de la presse en mai. On va parler notamment des sujets de la rentrée, bien évidemment, d'immobilier, mais aussi de l'immobilier institutionnel. On va parler un peu politique. On espère avoir le ministre du Logement qui nous fera peut-être le plaisir de venir parmi nous. Et en tout cas, ce sera une séquence dorénavant aussi ancrée sur le côté politique, parce qu'on va rentrer aussi dans une session un peu particulière. Vous savez que les députés vont être en réserve pendant une quinzaine de jours à l'Assemblée nationale. Merci à Jean-Marie Bordry. À samedi. On se voit samedi matin. On va recevoir Marie-Zo Lagnon samedi matin, président de Finestate. On va parler de co-living avec vous. Jean-Marie Bordry, qu'on retrouve bien évidemment tous les week-ends sur Sud Radio. Merci Jean-Marie d'être avec nous. Antoine Laurent, un grand merci, un immense merci. Merci pour l'invitation. Voilà, journaliste à Capital. Vous revenez avec nous le mois prochain. On vous a déjà gravé votre ronde serviette. Vous faites partie de l'équipe. Merci également à Isabelle Ray-Lefebvre. Voilà, sympa. je recommande aussi la lecture de son livre. On va rappeler le titre. Halte à la spéculation sur nos logements. Voilà, qu'on retrouve sur Internet et dans les bacs. Hein, il est distribué ? Il est très bien distribué. Voilà. Alors, vous allez voir, si vous voulez faire un gros débat, vous avez envie de passer une soirée passionnante, vous envoyez le bouquin à vos amis, vous l'achetez, on vous fera un prix sur le volume, et vous lui faites lire. Avec les 7 villes d'Europe, les systèmes dans 7 villes d'Europe. Voilà, on sait qu'elle aime la Suisse, elle aime beaucoup Genève. Et les coopératives. Les Zurich.
Oui. Alors, effectivement, je n'ai pas fait beaucoup les anglo-saxons. Il me manque Londres et l'Irlande. Vivement la prochaine réédition. Merci. Et merci enfin à Virginie Groslo, journaliste à Challenge. On vous retrouve le mois prochain, Virginie. Promis. Voilà. Et puis, on fait un petit clin d'œil à Marie Cœur de Roi. Alors, Marie Cœur de Roi, vous nous avez écrit pourquoi elle ne vient pas au grand jury. C'est rien de dire, c'est parce qu'elle a un programme très très chargé le vendredi matin très tôt et on est en direct le jeudi, donc on fera peut-être quelques émissions qu'on enregistrera mais qu'on diffusera toujours le 3e jeudi du mois, vous inquiétez pas, pour qu'on puisse avoir notre Marie nationale. On lui fait un petit coucou avec beaucoup d'amitié. Merci à vous Xavier Belvaux, on vous retrouve sur Internet et nous tous on se retrouve le mois prochain. D'ici là, prenez soin de vous. Le grand jury de la presse immobilière, une émission en partenariat avec Régus et Bien Ici, à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.